Au sommaire de cette édition, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est arrivé dans son village natal de Mama, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'y était plus revenu depuis 10 ans. Au Tchad, le chef de la junte Mahamat Déby n'exclut plus une prolongation de la transition. Prévue en principe pour 18 mois, la transition pourrait aller bien au-delà de cette échéance. Et puis les autorités locales mènent une enquête après l'explosion d'une bombe artisanale qui a fait 2 blessés dans une église de la ville de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. Bienvenue à tous. Plusieurs milliers de personnes ont réservé ce dimanche un accueil triomphal à l'ancien président Laurent Gbagbo dans son village natal de Mama, situé dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'y est rendu 10 jours après son retour à Abidjan, à la suite de son acquittement par la justice internationale. Laurent Gbagbo est arrivé à Mama, son village natal, à la tombée de la nuit, en provenance d'Abidjan, qu'il avait quitté par la route à la mi-journée. Dès l'aube, l'artère principale de Mama était le théâtre d'un ballet incessant de cars, de motos et de voitures particulières, remplies de partisans de l'ancien président, venus assister à son retour dans son village. Dès sa descente de voiture, l'ex-président a pris un bain de foule. Il a remercié les gens d'être venus si nombreux. 10 ans d'absence, c'est beaucoup. Demain, je vais vous donner des nouvelles, a-t-il ajouté. Malgré le coucher du soleil, l'annonce de son arrivée a continué à attirer vers Mama des centaines de personnes venues des villages environnants, a constaté un journaliste de l'AFP. Avant d'arriver, il est allé à Blouson, localité proche, se recueillir sur la tombe de sa mère, décédée en 2014, alors qu'il était incarcéré à la prison de la Cour pénale internationale. Entre la ville de Gagnoa et Mama, distant de 5 km, le service d'ordre était assuré par la jeunesse du village qui fouillait véhicules et passagers à des barrages. Avant son arrivée au village, l'annonce de la demande de divorce de l'ex-président avec son épouse, avec laquelle il a formé un redoutable tandem au pouvoir pendant 10 ans, jusqu'à leur arrestation en 2011, était au cœur de toutes les discussions. Ils sont mariés depuis 1989 et ont eu 2 filles ensemble. Au Tchad, le chef de la junte n'exclut plus une prolongation de la transition. Prévue en principe pour 18 mois, la transition pourrait aller bien au-delà de cette échéance. Je voudrais également rassurer nos partenaires. Le CMT, le Conseil militaire de transition, n'a pas vocation à confisquer le pouvoir. Engagement renouvelé ce mois de juin de Mahamat Idriss Déby. L'homme fort de N'Djamena nuance tout de même. 2 conditions essentielles pour que ce délai soit désormais respecté. La première, que les Tchadiens, tous bords confondus, soient capables de s'entendre pour avancer au rythme prévu. La seconde, que les partenaires techniques et financiers du Tchad soient prêts à financer le dialogue et les élections. Car, dira le président de transition, il est évident que le trésor tchadien ne pourra pas supporter seul un tel coup. Il conclura en ces termes: si on s'entend et si l'on nous aide, les 18 mois sont à notre portée. Dans le cas contraire, ce sera très difficile. Prenant les rênes du pouvoir le 20 avril en annonçant la mort de son feu père, Idriss Déby Itno, alors chef de l'État, tué au front, Mahamat Idriss Déby et les généraux à ses côtés s'étaient engagés à organiser des élections libres et démocratiques à l'issue d'une transition de 18 mois. En son temps, l'Union africaine avait prié la transition de respecter son engagement tout en lui demandant de ne pas se présenter aux élections présidentielles et législatives après la transition. Sur ce point, Mahamat Déby tempère aussi. En tant que croyant, dira-t-il, je pense qu'il faut laisser à Dieu la part qui lui revient. Dieu décide de tout, du destin comme du pouvoir. En somme, 2022 peut réserver bien des surprises avec ce gouvernement de transition. Du Tchad, rendons-nous au Mali où lors de 2 raids simultanés sur des postes militaires dans le centre du pays, 7 soldats maliens ont été tués. Une nouvelle attaque qui touche l'armée malienne en pleine restructuration. Les nouvelles attaques meurtrières pour l'armée malienne avec à la clé 7 soldats tués ont visé notamment un poste militaire dans le village de Boni où 10 soldats maliens avaient déjà été tués en février.
Plus tôt dans la même journée, 15 casques bleus des Nations Unies, allemands pour la plupart, ont été blessés dans le nord du pays dans une attaque au véhicule suicide contre une position temporaire. Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantistes et djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention des forces de l'ONU africaines et françaises. Les indépendantistes ont signé un accord de paix en 2015, mais le Mali reste en proie aux agissements des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, aux violences intercommunautaires et au trafic en tout genre. Avec le temps, les violences se sont propagées au Burkina Faso et au Niger voisin. La MINUSMA, forte d'environ 18 300 personnes, dont 13 200 militaires, est régulièrement la cible d'attaques comme les forces maliennes et françaises. Elle se révèle, à ce jour, la mission la plus meurtrière pour l'ONU dans le monde. Une bombe artisanale a explosé ce dimanche matin, faisant 2 blessés dans une église de la ville de Béni. C'est une première dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo, où sévit le groupe armé ADF, affilié aux djihadistes de l'État islamique, selon les États-Unis. L'explosion a eu lieu à 6 heures. C'est une bombe artisanale qui avait été placée à l'intérieur de l'église, a déclaré à l'AFP le colonel Narcisse Mouteba Kachale, maire de Béniville, au nord Kivu à l'est, et policier. 2 femmes ont été blessées, l'explosion ayant eu lieu avant l'heure d'affluence des fidèles pour une importante cérémonie de sacrement de confirmation aux enfants, a précisé à l'AFP le vicaire général de Béni, Monseigneur Laurent Soundiria. Ils ont visé une grande foule parce que la cérémonie va réunir des enfants, leurs parents et des fidèles, a expliqué le prélat catholique. La messe pour administrer le sacrement de confirmation ne sera pas reportée, a martelé Monseigneur Sondiria. Des traces de sang étaient visibles à l'entrée de l'église, a constaté le correspondant de l'AFP dans la ville. Des éclats de vitres et des morceaux de bois étaient éparpillés à l'intérieur, à côté d'appareils de sonorisation très endommagés. Je venais d'entrer dans l'église à peine. Je voulais m'asseoir, j'ai entendu boum. Du sang a commencé à couler de ma bouche. J'ai perdu 4 dents avec des blessures au bras, a témoigné à l'AFP sur son lit d'hôpital Antoinette Kavira, l'une des victimes. La deuxième blessée, atteinte à la jambe et encore sous le choc, n'a pas souhaité s'exprimer. La déflagration a été entendue à la ronde dans la paroisse Emmanuel Boussili, située dans un quartier populaire de Béniville, selon des témoins interrogés par l'AFP. Des experts de la mission de l'ONU en RDC MONUSCO et de la mairie de Béni se sont rendus sur place et ont sécurisé le périmètre. Après l'explosion de la bombe artisanale qui a fait 2 blessés dans une église de la ville de Béni, les autorités locales mènent une enquête. Suivons le chef du quartier Botsili ainsi que le vicaire général. C'était autour de 6 heures, heure locale, lorsque je suivais les informations à la radio, que j'ai entendu une forte détonation. Dans un premier temps, j'ai cru que c'est un affrontement entre notre armée et les rebelles ADF en brousse. C'est après que j'ai reçu un appel téléphonique pour me signifier que la détonation d'une bombe était plutôt dans l'église catholique de mon quartier. Je suis venu rapidement, j'ai vu que c'était vrai. L'église était endommagée, les vitres, la toiture également sont endommagées et les meubles touchés. C'est déplorable ce qui arrive aujourd'hui. Il y a 2 mamans qui sont blessées, qui étaient ici tôt le matin pour les travaux d'entretien et l'ordre dans l'église. Il y en a une qui est gravement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital. Nous irons voir comment elle va. C'est déjà un signe. Ce n'est pas seulement ciblé sur l'église, ça peut être ciblé sur tous les endroits publics. Alors c'est un début et qui nous alerte pour faire attention. Faire attention parce que celui qui a fait ça ne sait pas de qui il s'agit, de quoi il s'agit, mais certainement c'était pour faire du mal. Et heureusement, nous avons la chance que qu'il n'y avait que 2 personnes qui étaient en train, on ne sait pas encore leur état de santé, comment ils s'en sont sortis, mais sinon c'était pour viser une grande.
Les activités de l'ONG française Acted ont été suspendues samedi par les autorités du Borno, État du nord-est du Nigeria. Cette région est en proie à une grave crise humanitaire après 12 ans d'insurrection djihadiste. Le gouverneur du Borno, le professeur Babagana Oumara Zulum, a ordonné la suspension immédiate de Acted après avoir découvert samedi que l'ONG humanitaire utilisait un hôtel à Maïdougouri pour former des personnes au tir, selon ce communiqué. Selon les autorités, la police a été alertée par des résidents qui ont entendu des détonations en provenance d'un hôtel où l'ONG française a été retrouvée en train d'utiliser des armes factices pour des sessions d'entraînement. 2 formateurs nigérians ont été conduits au poste de police et une enquête a été ouverte. Pendant la durée de l'enquête, le gouverneur Zulum a ordonné la saisie de l'hôtel et la suspension des activités humanitaires d'Acted dans l'état du Borno. Contacté samedi soir par l'AFP, Acted au Nigeria a préféré ne pas réagir pour le moment. Les ONG sensibilisent régulièrement à la sécurité de leur personnel agissant dans des zones de conflit. Des armes factices peuvent être utilisées dans le cadre de ces formations. Depuis le début de la rébellion du groupe islamiste radical Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 40 000 morts et 2 millions de déplacés. L'ONU estime que 13,1 millions de personnes vivent dans les zones affectées par le conflit, dont 5,3 millions souffrent d'insécurité alimentaire et ont besoin d'assistance pour survivre. Les relations entre l'armée nigériane et les organisations internationales ont toujours été compliquées, les autorités voyant dans leur action une ingérence dans les affaires de l'État. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.